Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 janvier 2021. Alors, pour préparer cette petite vidéo d'introduction à Tout est accompli de Yannick Enel, François Méronis et Valentin Ray, j'ai pris des notes. J'ai pris pas mal de notes, comme vous pouvez le constater. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et c'est un livre assez... C'est un livre que les auteurs n'hésitent pas à qualifier de messianique, d'eschatologique, c'est-à-dire un livre d'études sur la fin des temps. Bon, les auteurs nous affirment, sans dire qu'elle est imminente, cette fin des temps, mais assurément, nous sommes dans ce processus. Et la pandémie, dans sa puissance, rassemblante, non, dans sa puissance qui réunit, eh bien, oui, qui réunit parce qu'on comprend que on ne pourra pas guérir de ce virus dans nos sociétés repues capitalistes sans qu'on s'occupe aussi des pays pauvres dont on ne s'occupe jamais. Alors, on comprend que pour vaincre ce virus-là, il faudra un effort de l'humanité, et il faudra des sacrifices. On comprend ça après presque un an. Il y a deux remarques ou deux images que je voudrais vous offrir. Je me sens depuis quelque temps avec ces vidéos-là de couvre-feu, en quelque sorte. J'ai commencé à reprendre mes activités d'orant sur YouTube quotidiennement à partir du moment où le couvre-feu a été instauré. Cette image-là de couvre-feu, je ne sais si la nuit, vous écoutez le silence de la nuit. Et ce silence-là de la nuit, qui est peut-être celui qui effrayait tant Pascal, est un silence annonciateur. C'est un silence qui est plein, on ne le connaissait plus, ce silence-là. Ce silence-là, il nous est imposé. Et de ce silence-là va naître quelque chose. Mais il y a deux images, donc, qui me taraudent. La première, c'est le 11 mars 2011. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars 2011? Hein? Réfléchissez un peu. Je vous laisse un temps de réflexion. Il s'est passé quelque chose de cataclysmique dont nous n'avons pas encore réglé, dont nous n'avons pas encore corrigé la catastrophe. La catastrophe est toujours en cours. Les conséquences de cette catastrophe-là du 11 mars 2011 n'ont pas été réglées. Je suis certain que là, vous réfléchissez. Et il y avait un type, dans la nuit et les jours qui ont suivi ce cataclysme, eh bien, il y avait un opérateur qui offrait en direct sur sa chaîne YouTube, offrait une description de la catastrophe, de cette catastrophe nucléaire de Fukushima. Alors, ce n'est pas réglé à Fukushima. Et des milliers de gigantesques piscines contenant de l'eau radioactive, parce qu'il a fallu l'arroser beaucoup, cette centrale-là, et il y a des fuites, et on a entreposé donc dans des énormes bassins de l'eau radioactive. Le gouvernement se proposait, il y a quelques mois, de déverser dans l'océan ces eaux, disant que ça ne serait pas si grave. Évidemment, à force de déverser des eaux radioactives, à force d'inonder de plastique les océans, tout ça
effets cumulés, c'est sûr que ce sont des choses qui ne feront qu'augmenter la pression et qui ne feront la pression sur notre système écologique. Et même cette vidéo-là, c'est pour ça aussi que je fais le lien, c'est que moi, sans doute, si les trois auteurs dans Tout est accompli, mais je vais vous parler de Cécile Guilbert, qui va vous parler de ce livre-là. Moi, je vais vous parler dans les prochains jours de ce très important livre. Assez difficile à lire, mais je vais vous parler de Cécile Guilbert et je vais vous parler de la bibliographie de cet essai-là écrit à 6 mains, écrit par trois auteurs. Donc, l'opérateur aujourd'hui, pour revenir sur cet opérateur nucléaire, sur ce témoin de cette catastrophe-là, est-ce que ça a laissé une trace dans l'univers numérique? Est-ce qu'il est devenu lui-même s'est évadé de la caverne de Platon? Vous connaissez le mythe de la caverne de Platon, hein? C'est quoi le mythe de la caverne de Platon? Eh bien, c'est un groupe d'individus qui étaient réunis dans une caverne et qui assistaient à une espèce de spectacle d'ombre sur les parois des murs de la caverne. Et tout à coup, l'un d'entre eux, un Dieu bienveillant et peut-être inconscient, l'a extirpé de la caverne et l'a exposé à l'air nu, au soleil aveuglant. Et sur le coup, il a été aveuglé, il a été blessé par cette lumière nouvelle qu'il recevait. Mais il a reçu le Dieu bienfaisant et inconscient lui a ordonné d'aller expliquer aux captifs de la caverne ce qu'il y avait à l'extérieur de la caverne, ce qu'il y avait dans le réel. Et bien, vous connaissez la suite. Il a été mis à mort. Il a été mis à mort. On ne voulait pas l'entendre et on ne voulait pas le croire. Alors j'ai cette impression-là que nous sommes de plus en plus tous enfermés dans cette caverne dont nous n'arrivons pas à sortir. Et en fait, peut-être même nous avons peur de sortir parce que aussi, qui nous entendra? Hein? Qui écoutera le récit de cette sortie hors de la caverne? Alors, est-ce que cet opérateur de Fukushima, la trace qu'il a laissée, est-ce que au fond, maintenant, il est allé rejoindre les traces sonores, les images. Bon, je ne sais pas le japonais, mais en plus s'exprimant parfois en anglais. Et cet opérateur-là, est-ce que il a laissé une trace dans l'univers des ombres numériques? Voilà. Est-ce qu'il est devenu lui-même? Est-ce qu'il a été tué finalement? Je veux dire, est-ce que le témoignage de ce qu'il a vu, de cette catastrophe, l'année 2011, il s'en est passé des choses. Hein? C'est aussi l'année des révolutions arabes qui sont nées de la crise financière de 2008. Bon, occupons Wall Street et occupons Montréal et le printemps québécois. Tout ça est inextricablement lié. Mais l'événement de Fukushima, ça c'est cette première image que j'ai en faisant les vidéos. Puis si on ne parvient pas à sortir de cette crise, ce qui à chaque jour qui passe, les gens commencent à avoir le doute. Là. Et ceux qui n'y croyaient pas, qui s'obstinent dans l'incroyance eschatologique, eh bien, participent à son accélération. C'est ça le paradoxe. C'est que moins on croit à cette crise-là, et plus cette crise-là s'aggrave. Et en même temps, la réaction des gens est de plus en plus, c'est assez partagé. On a vu, il y a des émeutes aux Pays-Bas. Les sondages indiquent en France, par exemple, le taux d'approbation
au premier confinement, atteignait des niveaux stratosphériques dépassant les 90%. Aujourd'hui, je pense, à la veille d'un troisième confinement, je pense que c'est 50-50. Alors déjà les adeptes du confinement commencent à être de moins en moins nombreux. Les adeptes du confinement, sont de moins en moins nombreux et je vais faire une espèce de saut. Au tout début de la pandémie, du premier confinement au Québec, ma mère vit en territoire acidique. Elle vit dans la région, elle vit dans le district autonome et séparé d'Outremont. Territoire acidique. Et bon, vous avez entendu ces derniers temps, ils ne respectent pas les consignes sanitaires. Et ils ne les respectent pas, je dirais, sur un plan... ils ne les respectent pas, non pas sur le plan de la dissidence ou sur le plan intellectuel ou sur le plan d'hédonisme, hein, assurément pas, mais ils ne la respectent pas. La majorité le respecte, mais il y a un petit nombre qui ne respectent pas, et ce sont les plus fervents au niveau religieux. Les acidiques, ce sont des gens d'études. Ils ne font qu'étudier. Alors, lors de cette première pandémie, lors de ce premier confinement pandémique, j'en croisais quand on retournait à notre domicile à pied, de chez ma mère, territoire acidique, à le quartier Villeray, eh bien, on en croisait plusieurs sur les coins de rue et qu'ils priaient. C'était assez qu'ils priaient avec les mouvements là, de la tête, là, de bas en haut, en tenant la Torah. Et c'était assez impressionnant de les voir dans la nuit, la ville déserte. Mais eux, quelques-uns ici et là, postés à plusieurs coins de rue, en train de prier, prier, prier. Et peut-être ils étaient avec les rares religieux qui restent au Québec, en tout cas, dans les communautés religieuses. Ils étaient peut-être les seuls à prier et à saisir l'événement. Alors aujourd'hui, ils ne supportent pas l'idée qu'on les empêche, certains d'entre eux en tout cas, ne supportent pas l'idée qu'on les empêche d'avoir accès à ce Dieu qui est le leur pour des raisons sanitaires. Alors, ils ne comprennent pas, en fait, ils ne veulent pas comprendre. Alors, un des leaders spirituels disait, ben écoutez, nous, on a la prière, vous avez la SAQ, ça c'est l'endroit où on vend l'alcool pour mes amis européens, c'est les endroits où on achète les vins et les spiritueux, hein, les spiritueux, et la SQDC, c'est-à-dire ça c'est l'endroit où on vend de l'herbe et des produits dérivés de l'herbe et du hashish. Alors, lui, ce leader-là faisait le parallèle. Nous, on a notre Dieu, on a notre mode de vie. Vous, ben, vous avez les plages, vous avez les centres d'achat, et vous avez l'herbe, et vous avez le vin. Alors, et les policiers, venus les verbaliser, les interpeller, leur rappeler, dans les jours derniers, qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir à plus de 10 dans les synagogues ou dans les lieux de prière, eh bien, se voyaient traités de nazis. Alors, ça, c'est un peu les deux images là, que j'ai en tête. Ben, voyez, je pense que je vais vous faire le coup, encore une fois. Ben, ouais, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas vous parler de Tout est accompli, ni de Cécile Guilbert, qui m'aura servi tout au long de ce mois de janvier de fil conducteur, mais j'en ai parlé 2 fois quand même de son livre Roue libre. Mais Roue libre m'avait pas amené à Tout est accompli de nos 3 auteurs, parce que j'avais déjà lu le livre.
Mais par contre, ce que je vais faire, demain, je vais vous parler de ce qu'en dit Cécile Guilbert, de Tout est accompli, mais je vais parcourir assez rapidement, je vais peut-être vous citer une ou deux phrases de mes notes. Suite à cette relecture. C'est un livre extrêmement dense. C'est un livre d'études, en fait. Hein? Voilà. C'est un livre d'études, c'est un livre bibliothèque. Je vais vous parler donc des dernières pages du livre qui sont accompagnées d'une bibliographie. Une bibliographie, c'est très important c'est très important, non pas tant pour valider que pour donner à penser. Bon, ce n'est pas un ouvrage universitaire. Je ne crois pas. D'abord, ce ne sont pas des universitaires. Ce sont des auteurs. Bon, vous allez me dire quelle nuance. C'est qu'ils ne sont pas obligés d'écrire pour rester dans l'institution. N'est-ce pas? Et il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'avait rapporté cette parole dont je ne cesse de méditer. Mais je la médite, pas de manière douloureuse, ni de manière, c'est pas tellement, mais je pense que c'est un des problèmes que nous avons. Ce jeune homme-là me disait que son professeur de maîtrise l'exhortait donc à terminer sa maîtrise ou son doctorat en lui disant qu'une fois son diplôme obtenu, il aurait le droit d'écrire ce qu'il veut. Alors c'est assez... ça veut dire, tant que tu n'as pas reçu la formation ou que ta formation n'a pas été estampillée par le sceau officiel de l'institution, tu es inaudible. Et on ne peut pas t'entendre. Et si tu dis n'importe quoi, doté d'un diplôme d'université et d'un diplôme supérieur, hein, bien entendu, parce que le baccalauréat ne donne pas cette licence-là d'expression, n'est-ce pas? Tu restes encore un étudiant une fois que tu as complété ton bac. Alors, pour pouvoir dire n'importe quoi, sans que personne n'y trouve à redire, eh ben, il te faut un diplôme universitaire de haut niveau. Alors ça m'avait... et donc, il le poussait à terminer sa maîtrise ou son doctorat, là, je ne me souviens plus, en lui disant que après, il pourrait écrire ce qu'il veut. Alors, c'est quand même incroyable. Alors, c'est une phrase... et là, donc, on ne s'étonnera pas après ça que, eh bien, il y a un tel clash entre le milieu universitaire et le reste de la population. Parce que... Et puis, là, on ne parlera pas de la nécessité, de l'obligation de publier pour rester un fonctionnaire de l'institution. On ne parlera pas de ça, c'est pas ça le point. Mais ça laisse songeur et ça fait rêver aussi au début des institutions universitaires au Québec. Il y avait des professeurs, je pense à Gilles Marcotte, entre autres, il y avait des professeurs de littérature qui n'étaient pas des universitaires. Hein? Jacques Brault. C'est difficile d'imaginer, mais c'est des gens qui avaient évidemment fait leur cours classique, qui avaient une solide formation humaniste et qui pouvaient, dans les premières heures, les premiers balbutiements de l'institution universitaire, qui pouvaient offrir. Alors, il y a aussi la première cohorte de profs d'université dans les années 70 qui n'étaient pas bardés de diplômes comme les jeunes universitaires d'aujourd'hui, qui peinent à trouver un poste au sein de l'institution. Certains d'entre eux, de peine et de misère, réussissent à obtenir une charge de cours. Et vaut mieux devenir un prof au cégep, parce qu'une charge de cours, la sécurité d'emploi, elle est aléatoire, et au sein de ce clergé universitaire,
celui qui a une charge de cours est vu comme un second violon, est vu comme, bref, il ne fait pas partie de la hiérarchie, ou si peu, ou in extremis, c'est bon. Alors, quelques notes disparates, en fait, qui ne sont pas des notes, mais des pensées qui me sont venues. Qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça n'a pas vraiment d'importance, hein? L'important, c'est que j'ai eu du plaisir à les écrire. Nous sommes anéantis par les visionnaires qui n'ont qu'un seul but, retirer au temps sa valeur d'éternité. Les prophètes agissent comme des oracles lisants, les visionnaires du progrès vers la fin sont intriqués. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que les seuls visionnaires dont on reconnaît comme Harari, dont les auteurs, hein, ce Harari-là qui fait un énorme succès à l'échelle mondiale, mais qui doit être un livre assez ennuyeux. En tout cas, moi, je suis bodard que ce livre-là est ennuyeux. Je ne le lirai pas. Alors ça, je sais que je ne le lirai pas. Et c'est comme le livre de Piketty aussi. Je ne dis pas que c'est pas bon, Piketty, hein, c'est pas ça que je dis. Mais c'est des livres best-sellers que personne lit. Voilà, c'est l'anti-millénium. Millénium, tout le monde l'a lu. Et, ben, pas moi, mais ceux qui avaient à lire l'ont lu, et ceux qui travaillent dans des bureaux, dans certains cas, lire est une activité communautaire. Millennium ou le Da Vinci Code ont été lus, des best-sellers lus. Mais Harari, Piketty, qui d'autre? C'est le genre de livre qu'on se propose de lire un jour. Et puis... Alors donc, les visionnaires au progrès, des visionnaires, donc, ce ne sont que des gens qui nous annoncent, les visionnaires d'aujourd'hui, ne sont plus dans la prospection, dans la projection du futur. Ils sont limités. Ils n'ont qu'un seul regard, c'est celui de la techno. Alors c'est eux maintenant, ils vont nous dire ce qui s'en vient demain, ce qui va arriver. Et c'est toujours lié, naturellement, à des innovations technologiques. Alors, ouais, ben voilà. Une autre réflexion. Ah oui, comme je vous dis, quelques pages. Hein? Je vais les mettre en ordre. Et une autre sur la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression, ça pourrait être une manière d'empêcher qu'on écoute. Voyez? Maintenant, tout le monde va avoir le droit à la parole. Les réseaux permettent ceci, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais que tout le monde parle, personne n'écoute. Hein? J'ai fait plusieurs vidéos avec ce thème-là. Écouter, personne ne parle. Parler, personne n'écoute. Et là, maintenant, c'est une sorte de cacophonie inimaginable. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est d'écouter. C'est beaucoup plus important d'écouter. Et ce que nous disent les trois auteurs, c'est d'écouter le langage, d'écouter ce qui se dit, d'écouter aussi ce qui ne se dit pas, d'écouter les non-dits, d'écouter ce qui fleure à la surface, hein, une espèce de petit clapotis sonore, d'écouter ce que le cerveau, ce que l'esprit n'ose pas formuler. Écoutez ce qui vient aux lèvres et qui meurt. Écoutez les interstices du silence. Écoutez la nuit, hein, ce que la nuit a à nous dire. Écoutez, j'ai écrit, me cite, écoutez jusqu'à ce que nos yeux saignent. Écoutez jusqu'à temps que notre regard soit voilé, parce que on est aveuglé d'images. Les ombres sont partout et on est
ivre, on est dans un délire hallucinatoire d'images. Il y a trop d'images, nous dit Bernard Raymond. Trop d'images, trop d'images, trop d'images, trop d'images. La vie nue, hein, la vie nue, c'est quoi la vie nue? C'est de simples objets posés sur une table. C'est un verre d'eau. C'est une tranche de pain. C'est un mur blanc. C'est le silence. Essayer d'écouter les propres pulsations de son corps. Écouter ce qui sourd de notre propre corps. La vie nue, la vie sans artifice. C'est la vie sans artifice, eh bien, c'est la capacité de saisir dans le vif la poésie du monde. C'est même étonnamment, c'est merveilleux de ce jeune acidique qui, en plein milieu de la nuit, prie. De cet opérateur à Fukushima avec ses écouteurs qui d'heure en heure nous dévoile la catastrophe en cours. Je vais vous montrer maintenant la bibliographie. Mais demain, je vous promets, je vais me servir de Cécile Guilbert comme intercesseur pour nous introduire à Tout est accompli de Yannick Enel, Valentin Ray et François Méronis. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve alors, la bibliographie. Je vous nomme quelques titres. Certains d'entre eux vont vous être familiers. Le premier qui nous est offert, c'est Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme, aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Cet ouvrage-là de Gunther Anders, dont la facture au niveau de l'impression, le livre est magnifique. Un livre hyper important, vous le savez, je pense, c'est le deuxième mari de Hannah Arendt, d'un penseur qui a été peut-être qui a été trop dans l'ombre de sa femme, mais bon, hein, c'est bien parfait, ça va peut-être établir un peu l'équilibre. Tellement de femmes importantes qui ont été dans l'ombre de leurs compagnons. Et Gunther Anders aussi a fait un livre d'entretien avec un des aviateurs qui a jeté une bombe atomique sur Nagasaki ou Hiroshima. C'est Hiroshima. Et Zygmunt Bauman. Ça aussi, je vais vous en reparler. Le présent liquide. Moi, j'aurais peut-être plus parlé de modernité et holocauste, mais Zygmunt Bauman qui dit, entre autres, rapidement, que nous sommes passés d'une société postmoderne à une société liquide dont tous les liens que nous pouvons avoir les uns avec les autres sont rompables à l'infini. Que la parole engagée ne vaut rien. Que les engagements qu'on prend dans notre vie, nous avons toute licence pour en changer, qu'en fait, nos liens, nos engagements, nos liens sont des chaînes. Et que l'homme libéré est un homme désentravé par sa propre parole. Sloterdijk, Après nous le déluge. Alors, je vous nomme ceux là, qui me viennent en... le comité invisible, ouais, à nos amis avec cette tonalité tant debordienne. Le texte est magnifique. C'est de la pure poésie. Est-ce que le programme est applicable? Sans doute pas, mais c'est un texte qui vise à créer des liens, justement. À créer du lien. Houellebecq, Soumission. Descartes, Galilée, Dante, la Divine Comédie, l'Enfer, la traduction de Jacqueline Risset, Nietzsche, le Gai Savoir,
Rousseau, le contrat social, Sade, Nietzsche, Debord, évidemment, Lautréamont, Martin Heidegger, le mot de Dieu, Dieu est mort, le mot de Nietzsche, Dieu est mort, Mandeville, la fable des abeilles, hein? Philippe Muret, le 20e siècle à travers les âges, Kant, qu'est-ce que les Lumières, le manifeste Dada de Tristan Tzara, Karl Kraus, Les derniers jours de l'humanité. Ben, Karl Kraus, qui est justement... Ça, c'est un livre dont je vais vous... oui, il est là. C'est un livre dont je vais vous parler au cours de ce couvre-feu prolongé, mais ce n'est pas Les derniers jours de l'humanité. Je n'ai aucune idée sur Hitler. Ouais. Walter Benjamin, qui a justement écrit un livre sur Karl Kraus. Foucault, Les mots et les choses, qui est son livre le plus important. Un livre extrêmement littéraire. Hein? Extrêmement littéraire. Guy de Maupassant. Et un qui revient régulièrement. C'est un livre que je n'ai pas lu, que je vais me commander là, une fois la petite vidéo. Mais je sais que mon ami Robert Hébert l'a lu. Ben, Robert Hébert a tout lu, de toute façon. Robert Hébert a lu tout ce qu'il fallait lire. Hein? Voilà. C'est André Breton qui interrogeait Ivan Ivchik en lui demandant, mais avez-vous lu ce qu'il faut? Alors, c'est quoi? Peut-être 100 livres. C'est déjà beaucoup pour comprendre, pour saisir et pour continuer à vivre aussi. Hein? Parce que une fois les livres fermés, il faut pouvoir encore avancer. Alors donc, oui, Leb Brockman, à pas aveugle de par le monde. Alors ça, là, il est central dans ce livre-là. Hermann Rauschning, Hitler m'a dit. Ça aussi, c'est un livre hyper important. Hyper important, bien plus important que Mein Kampf. Hitler, c'est dans ce livre-là qu'il dit que, au fond, toute son entreprise est une entreprise de déchristianisation. Et que le massacre des Juifs en Europe, eh bien, le massacre des Allemands et la complicité de d'autres peuples, évidemment, de d'autres peuples européens, eh bien, que les Allemands étaient une entreprise de déchristianisation. Que le but visé, que le Juif n'était qu'un prétexte, au fond, pour déchristianiser les Allemands. Il y a des titres, évidemment, que je ne connais pas, comme celui-ci, Jean-Marc Royer, Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants. De Norbert Weiner, God and Golem Inc., de quelques points de collision entre cybernétique et religion. Hein? Là, on s'approche du transhumanisme, cette monstruosité qui vise à faire de l'être humain à la fois son Dieu, son sujet, sa création, sa créature, dans un univers où la notion même de Dieu est anéantie. Il reste encore les Juifs hassidiques. Ben, les épîtres de Paul, évidemment, qu'on connaît. Silésius, le voyage chérubinique. Bataille, la part maudite qu'Emmanuel Macron citait dans son discours d'inauguration à la présidence de la République. Oui. Il faut comprendre, hein? Heidegger, la dévastation et l'attente. Roberto Calasso, la ruine de Cache. Ben, Calasso, j'en ai parlé il y a quelques jours. Houellebecq, toujours. Rauschning, oui, bon. Poe, la lettre volée, on aura compris pourquoi. Et évidemment,
totem et tabou. Et ben voilà. Puis Maître Eckhart, la théologie négative, démontrer ce que Dieu n'est pas. Ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, mais la liste, elle est infinie. Et après, essayer de trouver Dieu dans cette négation-là, dans ce que Dieu n'est pas. Alors, je vais revenir donc sur Tout est accompli. Et je vais revenir sur Roue libre de Cécile Gilbert. Je vais finir par vous parler de Karl Kraus. Et si je retrouve, parce que là je suis à mettre de l'ordre dans ma monstrueuse bibliothèque, c'est effrayant, c'est monstrueux. Le fameux Hitler maudit d'Hermann Röchling, qu'on commence à avoir de la difficulté à trouver dans l'occasion. Et c'était un best-seller d'ailleurs aussi. Hein. Tout le monde voulait savoir ce qu'Hitler avait à dire. Mais Karl Kraus qui lui avait vu, hein, Karl Kraus qui, dans les derniers jours de l'humanité, il recueille, là, il écoute ce que les gens disent. Ah, il faut écouter, mais plus il y a de gens qui parlent, moins de choses se disent aussi. Et plus il y a de gens qui parlent, moins il y a de gens qui écoutent. Alors ben voilà, c'est tout. C'était une vidéo qui peut-être dans quelques années ira rejoindre celle de l'opérateur japonais, ou qui peut-être que même c'est vraiment la fin et que vous assistez à la parole d'un dernier humain. Hein? Les derniers humains, le premier disque ou le deuxième disque de Richard Desjardins. Les derniers humains. Peut-être ça, hein? On se sent comme ça, les derniers humains. Ce que les gars de Wall Street appellent les paysans. Les paysans. C'est comme ça que les informaticiens, les penseurs de Wall Street, enfin les ingénieurs, pas les penseurs, les ingénieurs de la mécanique monétaire appellent le reste de la populace les paysans. Merci. Bonne soirée à tous.